Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit format qui sera peut-être de temps en temps récurrent sur la chaîne, j'espère qu'il vous plaira. Je vais vous présenter dans cette vidéo 5 histoires d'horreur qui ont été écrites, soit par des personnes comme vous et moi, pas des auteurs, ce ne sont pas des threads de Reddit, des expériences qui ont été réellement vécues, mais parmi ces 5 histoires, il y en a une qui aura été rédigée par ma personne. Et le but dans cette vidéo, enfin votre objectif à vous, ça va être d'essayer de savoir quelle est l'histoire que moi j'ai rédigée. Si à la fin de la vidéo vous n'avez pas deviné trop facilement quelle est l'histoire que j'ai écrite, je pourrais considérer que mon entreprise est un succès. J'espère que ce petit concept vous plaira, n'hésitez pas à dire en commentaire si effectivement ça vous plaît d'une part, et également selon vous quelle est l'histoire que j'ai rédigée. Évidemment à la fin de la vidéo je vous dirai laquelle est ma réalisation. Vous verrez, les histoires qui vont être présentées sont soit des sortes de remises au goût du jour, d'histoires qui sont un peu connues, ou alors des reprises de légendes urbaines, ou même des créations entre guillemets originales. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez évidemment pas à laisser un j'aime sous la vidéo, et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez participer à des futures vidéos de ce genre, que je partage des histoires que vous avez écrites, n'hésitez pas à me les envoyer là-bas, ou alors dans le mail qui se trouve dans la description. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des talents d'auteur ou d'autrice cachés. En tout cas, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. J'espère que vous êtes bien installés, et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans ces 5 histoires d'horreur. Une nuit, une jeune fille de 16 ans nommée Sarah faisait le babysitting de 3 enfants pour la famille Peterson. Les parents engageaient souvent cette jeune fille, Sarah, parce que les enfants semblaient l'apprécier énormément. Le soir du babysitting, les parents partaient pour dîner quelque part, passer un moment en amoureux et ensuite aller au cinéma voir un film. Évidemment, Sarah n'a eu aucun mal à accepter la demande de babysitting parce qu'elle adorait la famille Peterson, donc pour elle c'était vraiment un plaisir de s'occuper des enfants. En plus, les babysittings se passaient de manière à chaque fois plutôt simple parce que les enfants étaient des enfants très bien éduqués, qui obéissaient à tout ce qu'on leur disait. Donc du côté de Sarah, elle passait toujours un très bon moment quand elle faisait du babysitting. Donc passer un bon moment et en plus être payée pour ça, quoi de mieux? Sarah est donc arrivée au domicile des Peterson, les parents sont partis pour leur dîner, le babysitting s'est plutôt bien passé, et à un moment donné, Sarah a proposé aux enfants de regarder la télévision. Alors que les enfants regardaient des dessins animés, un message est apparu, un message d'urgence. Ce message disait: nous sommes en état d'alerte. Un meurtrier, Zachary Whiteman, s'est échappé de la prison d'Alcatraz. Il est extrêmement dangereux. Il est plutôt grand, il a les cheveux en pique et il est certainement armé d'une hachette. Nous vous conseillons fortement de verrouiller toutes vos portes et toutes vos fenêtres. Prenez toutes les précautions nécessaires. La police est actuellement en alerte à la recherche de cet individu. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne nuit. Évidemment, après avoir vu ce message d'alerte en plein milieu des dessins animés, les enfants commencent à paniquer. Et en plus de ça, chose qui augmente leur panique, ils vivent dans un endroit qui n'est pas très loin de la prison d'Alcatraz. Donc il est probable que le tueur en fuite se trouve non loin de leur domicile. Évidemment, Sarah n'est pas très à l'aise non plus. Elle essaye de maintenir la situation dans le plus grand des calmes, et pour que les enfants ne paniquent pas trop, elle leur dit d'aller se coucher. Les enfants vont au lit, ils arrivent à s'endormir sans trop de mal, après que Sarah leur ait raconté une histoire pour leur vider un peu les mauvaises pensées qu'ils avaient suite à l'annonce qui avait été réalisée. Sarah, une fois que les enfants dorment, décide d'aller regarder la télévision pour voir s'il y a des actualités concernant les événements. C'est au bout de 15 minutes que oui, des nouvelles sont données. Il semblerait que le tueur Zachary Whiteman ait été aperçu dans le quartier où vit la famille Peterson. Les médias suggèrent aux familles résidant dans ce quartier de bien sécuriser leur maison, et sans se faire prier, Sarah prend donc une table et la place devant la porte pour barricader la maison. Le temps passe encore un peu et là il y a un nouveau bulletin d'infos. Il semblerait qu'une famille entière ait été assassinée. Une famille qui se trouvait dans le même quartier que la famille Peterson, mais Sarah n'est pas si inquiète que ça parce que maintenant la localisation du tueur est plutôt connue. Donc dans le quartier il y a énormément de patrouilles de police. Elle regarde un petit peu ce qui se passe à la fenêtre, et au bout d'un certain moment elle décide de remonter à l'étage pour voir si les enfants dorment toujours. Effectivement c'est bien le cas. Donc Sarah décide de refaire un petit tour de la maison pour s'assurer que tout est bien verrouillé. Alors qu'elle allait fermer un rideau, elle voit qu'il y a des policiers à l'extérieur qui
emmène un homme à l'intérieur d'un véhicule de police. Immédiatement, Sarah se dit que l'individu qui a été appréhendé est le fameux tueur en fuite. Mais alors qu'elle est en train de regarder la scène, l'homme qui est en train de se faire emmener par le véhicule de police remarque Sarah et lui sourit avec un sourire de maniaque. Ce sourire donne des frissons à Sarah. Après ce sourire, l'homme est placé dans le véhicule, la portière est fermée et la voiture s'en va. Plus tard dans la nuit, les parents des enfants Peterson reviennent à la maison. Sarah était un petit peu sous le choc, un petit peu en tension vis-à-vis de tout ce qui s'était passé cette soirée-là, et elle a évidemment raconté tout ce qui s'était passé, tout ce que les actualités ont raconté concernant le tueur qui s'était enfui. Les parents Peterson ont insisté pour amener Sarah chez elle, en sécurité, et évidemment, elle n'a pas envie de sortir dans la rue seule, donc elle accepte. Monsieur Peterson ramène donc Sarah tranquillement, et alors qu'ils sont sur la route en train de retourner vers le domicile de Sarah, il allume la radio, et là il y a un nouveau bulletin d'information. Sarah présume qu'il va y avoir l'annonce de l'arrestation de Zachary Whiteman, mais pas du tout. Le journaliste dit que la voiture qui transportait Zachary Whiteman vers Alcatraz a été retrouvée, retournée au bord de la route. Les deux officiers de police qui l'escortaient sont décédés, mais ils ne sont pas décédés suite à l'accident. Une incision sur chacun des corps a été retrouvée au milieu de leur corps. Zachary Whiteman, lui, n'a pas été retrouvé sur le lieu de l'accident, et on présume qu'il s'est enfui pour commettre un autre carnage. Le trajet continue, Monsieur Peterson dépose Sarah devant chez elle, devant son complexe d'appartements, et elle n'est pas sereine du tout quand elle rentre à l'intérieur du bâtiment. Elle va dans l'ascenseur, elle tremble, et elle se dit c'est bon, l'appartement est sécurisé, le tueur ne risque pas de pouvoir accéder aux appartements. Quand elle arrive devant chez elle, elle remarque que la porte d'entrée est légèrement entrouverte. Elle s'aventure donc chez elle et elle remarque que tout est étrangement silencieux. Elle marche doucement, elle va dans la chambre de ses parents et elle voit que dans le lit, il y a deux silhouettes. Ses parents doivent dormir, évidemment, il est assez tard, donc c'est pas surprenant. Elle essaye de les réveiller, mais pas de réponse. Elle retire donc la couette qui se trouvait sur les deux silhouettes et là elle voit qu'il y a bien ses parents, mais dans un état horrible. Ses parents avaient été découpés en pièces et quelqu'un avait assemblé leur corps un peu comme un puzzle pour faire croire qu'ils étaient toujours en vie mais dans leur lit. Sarah, immédiatement, est traumatisée, elle pleure. Dans sa tête, il y a un lien qui se fait très rapidement. Elle se dit que, évidemment, ce sont des victimes du tueur en fuite qui a décidé de la cibler parce qu'ils ont échangé un regard avant qu'il se fasse arrêter. Et alors qu'elle est en train de pleurer ses parents maintenant défunts, elle entend un bruit, juste derrière elle. Elle se retourne et elle voit derrière elle un homme, grand, avec des cheveux en pique, qui lève une hachette ensanglantée au-dessus de sa tête et qui dit « Le temps est écoulé ». Voilà pour la première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Il est possible que certains d'entre vous qui connaissent différentes versions de cette histoire voient un petit peu où sont les similarités. Après, ce type d'histoire, c'est vraiment, je pense, des classiques de l'horreur. L'histoire de la babysitter qui doit affronter, entre guillemets, un intrus qui s'infiltre dans la maison ou qui doit faire face à un tueur qui rôde, etc. C'est un grand classique. Cette version-là, personnellement, je l'avais jamais vue. Je la trouve sympathique, j'espère que vous aussi. Ça fait toujours un petit peu son petit effet. Tommy Wilson a traversé la porte principale du centre commercial. Alors qu'il s'aventurait à l'intérieur, il a entendu la musique Jingle Bells se jouer. Il y avait beaucoup de clients qui se précipitaient dans les différentes allées pour acheter leurs cadeaux pour leur famille. Nous étions le 23 décembre, et après que les magasins aient fermé cette nuit-là, il ne resterait qu'une nuit pour acheter tous les cadeaux avant Noël. Tommy est passé devant un vieil homme, gros, avec une grosse barbe, qui donnait des petits cadeaux aux enfants qui passaient là. Il était une petite animation pendant la période de Noël. Derrière lui, il y avait un énorme arbre de Noël, décoré avec des guirlandes, des boules de Noël et des bonbons. Il y avait un petit train, un jouet qui tournait autour de l'arbre avec des faux cadeaux à l'intérieur. Tout autour du centre commercial, il y avait beaucoup de mannequins, habillés avec des déguisements de Père Noël. Ils étaient là, silencieux et sans bouger, alors que tous les clients passaient devant eux. La chose bizarre concernant ces mannequins, c'était qu'ils avaient un design assez particulier. Leur bouche était grande ouverte, et Tommy a remarqué que leurs yeux semblaient le suivre alors qu'il marchait. Alors qu'il faisait assez chaud dans le centre commercial, il a eu quelques frissons en passant à côté de ces mannequins. Quelque chose les concernant le mettait mal à l'aise. Les haut-parleurs du centre commercial continuaient de jouer des musiques de Noël. Tommy, lui, a emprunté les escaliers automatiques et il s'est rendu jusqu'à la bijouterie. Il était assez content parce qu'il comptait acheter
un bijou assez cher pour sa petite amie. C'était le premier Noël qu'ils passaient ensemble, depuis que Tommy avait été relâché de prison. C'était également la première fois, à Noël, qu'il achetait quelque chose avec de l'argent qu'il avait gagné lui-même. Tommy avait passé 2 années en prison pour cambriolage. Quand il a été enfermé, sa petite amie est restée avec lui. Elle lui rendait visite 1 fois par semaine au moins. Et elle lui a fait faire une promesse. La promesse qu'il allait abandonner sa vie de criminel et devenir quelqu'un de respectable dans la société. Tommy était déterminé à respecter cette promesse. Donc dès qu'il est sorti de prison, il s'est trouvé un travail honnête, qui payait d'une manière décente. C'était certes peu, mais au moins il ne faisait rien d'illégal. En entrant dans la bijouterie, Tommy s'est soudainement arrêté. Il a été surpris de voir quelqu'un qu'il pensait ne jamais revoir. Willie Marco, appelé également le serpent. Il y a moins de 3 ans, Willie et Tommy étaient partenaires dans le crime. Alors que Tommy n'était qu'un adolescent, Willie, lui, l'avait pris sous son aile et lui a fait emprunter cette voie de criminel qui l'emmenait en prison. Il avait appris à Tommy tout ce qu'il fallait, inculquer tout son savoir-faire. Comment ouvrir une voiture verrouillée, comment passer au travers d'un système d'alarme et comment avoir toujours une longueur d'avance sur la police. Ce partenariat a pris fin une nuit, quand ils sont ensemble entrés dans un entrepôt. La police avait gardé l'endroit sous surveillance et Tommy a été attrapé. Willie, lui, attendait dans la voiture, à l'extérieur, et quand la police est arrivée, il s'est enfui. Tommy n'a pas eu autant de chance. Il a été très vite arrêté, inculpé et mis en prison. Willie avait toujours un regard assez étrange, le genre de regard qui montrait que ses intentions étaient mauvaises. Alors que Tommy se tenait là, et qu'il regardait cet homme, plus vieux que lui, il a remarqué ce même regard malsain. Il savait ce que Willie comptait faire. Il avait cette flamme dans son regard. Et se trouvant dans une bijouterie, avec des bijoux très chers, il savait que Willie n'avait aucune intention d'acheter quoi que ce soit, mais bien de se servir à sa guise. Tommy s'est rapproché de Willie et lui a chuchoté. Ne le fais pas, ça ne vaut pas le coup. Willie, en se retournant, était assez surpris. Il pensait que Tommy était toujours en prison. Il a dit à Tommy que ce n'était pas son rôle de lui donner des conseils, et que ce n'est pas parce que l'un d'entre eux est devenu doux que l'autre doit forcément le devenir. Tommy avait beaucoup d'empathie envers son ex-partenaire. Il lui a dit que si lui pouvait avoir une vie honnête, alors son ami Willie le pouvait également. Willie a repris Tommy en lui disant que il était stupide, et que ce n'était pas son cas, qu'il ne comptait pas faire quoi que ce soit à la lumière du jour. Il a dit qu'il viendrait faire ses achats de Noël de nuit, quand le magasin aurait fermé. Après avoir dit ces derniers mots, Willie quitta la bijouterie, laissant Tommy ici, déçu par celui qui était autrefois son ami. Plus tard dans la nuit, une fois que le magasin a fermé ses portes et que tous les employés étaient rentrés chez eux pour la nuit, la voiture de Willie s'est garée devant le centre commercial. De par son expérience, il a facilement réussi à s'infiltrer à l'intérieur. Il a ensuite pris le chemin de la bijouterie et il s'est retrouvé juste devant le magasin qui l'intéressait. Il a sorti tous ses outils pour crocheter les serrures et en quelques minutes à peine, tout était ouvert et Willie pouvait maintenant se servir comme il le souhaitait. Alors qu'il mettait tout ce qu'il pouvait dans un sac, il a entendu les haut-parleurs du centre commercial se mettre en marche et ils ont commencé à jouer une musique de Noël. Ce son a donné des frissons à Willie. Il s'est donc dit qu'il était temps pour lui de prendre la fuite. Il a pris son sac, rempli de bijoux dans la main, et il a commencé à s'échapper, reprenant la route qu'il avait empruntée. Mais alors qu'il arrivait au niveau des escaliers, il s'est arrêté, en panique. Il arrivait à voir quelqu'un, se tenant en haut des escaliers, bloquant son passage. Au début, il pensait que c'était une femme, mais quand il a regardé d'un peu plus près, il a remarqué que c'était un mannequin, habillé simplement d'un déguisement de Noël. La bouche du mannequin était ouverte, et ses yeux regardaient directement dans la direction de Willie. Sentant que quelque chose n'allait pas, Willie a changé de chemin. Mais alors qu'il a emprunté un autre escalator, il a regardé au-dessus de son épaule et il a vu que le mannequin le suivait. En arrivant en bas, alors qu'il se précipitait vers la sortie, de nouveau, Willie s'est arrêté. Devant chaque sortie, bloquant les issues, se trouvait le même mannequin qu'il avait vu. Willie essayait de comprendre la situation. Il ne comprenait pas comment ces mannequins qui n'étaient pas censés bouger se retrouvaient maintenant face à lui. Il a voulu rebrousser chemin, mais impossible. 2 autres mannequins lui bloquaient maintenant la route. Willie, apeuré, a crié de terreur alors que les mannequins avançaient petit à petit vers lui. Il était maintenant entouré. Ils se penchèrent, tous vers le cambrioleur. Et alors que Willie essayait de se débattre, il a vu que, à l'intérieur de leur bouche, grande ouverte, il y avait des dents pointues. Willie était encerclé et submergé par le nombre. Il sentait les doigts des mannequins traverser sa chair, arracher ses cheveux. Et la dernière chose qu'il a entendue était une des phrases de la musique qui passait. Le lendemain matin,
quand le soleil a remplacé la lune. Les ouvriers du centre commercial sont arrivés. Ils ont ouvert les différentes portes et les employés de la bijouterie ont retrouvé la boutique telle qu'ils l'avaient laissée en partant le jour précédent. Quelques minutes à peine après l'ouverture des différents magasins, un cri de femme se fit entendre. Un cri qui a résonné dans tout le centre commercial. Les employés sont allés voir ce qu'il se passait. Et ils ont vu une femme pointer une des vitrines d'un magasin du doigt. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'un des mannequins. Il y avait du sang qui coulait du torse et qui s'étalait sur le sol. Sur les épaules du mannequin, il y avait également une autre tête. Une tête différente des autres. C'était une tête humaine qui avait été décapitée. Et alors que tout le monde était terrorisé de cette découverte macabre, une musique de Noël passait à ce moment-là. La même musique qui passait quand Willy vivait ses derniers moments. Une histoire qui va peut-être vous faire un peu peur d'aller faire vos courses de Noël. En tout cas, elle vous dissuadera certainement plutôt de devenir cambrioleur. Une histoire qui est plutôt sympathique. J'avoue que détourner un petit peu l'esprit de Noël, mais sans pour autant rentrer dans un truc où c'est le Père Noël qui est méchant, rester un peu sur l'ambiance de Noël, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui a été bien exploité. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, je trouve que l'idée est bien. Je pensais, quand j'ai découvert l'histoire au début, que l'histoire allait plutôt se focaliser sur le fameux Tommy et pas sur le Willy, mais finalement en fait le passage de Tommy est juste là pour mettre un petit peu le contexte. Mais je trouve que c'était une assez bonne histoire. Jacob était un gentleman. C'était un homme issu d'une famille pauvre, et la vie n'avait jamais été tendre avec lui. Son père était alcoolique, un homme violent. Il battait Jacob et sa mère. C'était un bon garçon. Il voulait toujours que ses parents soient fiers de lui. Il faisait la cuisine, il rangeait la maison. Il travaillait bien à l'école, mais ça ne suffisait jamais. Sa mère s'est enfuie à ses 11 ans, le laissant dans la violence avec son père. Pour passer ses nerfs, après avoir été roué de coups, Jacob frappait dans les murs de sa chambre, tellement fort qu'une fois, il s'est cassé le poignet. Son père, se fichant de son fils, et n'ayant aucune affection pour lui, l'a laissé comme ça, pendant des semaines. Ce sont ses professeurs d'école qui ont remarqué son problème de poignet et qui l'ont emmené à l'hôpital. Sa prise en charge tardive lui a laissé des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Son poignet était constamment tordu, et Jacob en voulait à son père de ne pas l'avoir aidé. Mais il en voulait encore plus à sa mère, de l'avoir abandonné et de ne pas l'avoir emmené avec elle. Après tout cela, il s'est juré que plus jamais il ne dépendrait des autres. Il a décidé que lui seul serait le responsable de son sort. Il a beaucoup étudié, il a fait des petits boulots pour quitter son père. Il s'est toujours débrouillé tout seul pour subvenir à ses besoins et se retrouver dans son monde, à lui. Jacob était un homme amical, toujours poli et traitant les autres avec respect. Il disait souvent qu'on ne savait pas de quoi la vie d'autrui était faite et qu'il ne fallait pas ajouter du négatif à tout cela. C'est son côté bienveillant qui m'a tout de suite plu chez lui. On s'est rencontrés alors que l'on travaillait ensemble. On se fréquentait, puis c'est devenu de plus en plus sérieux. Je me voyais bien avec lui. Il était charmant, gentil, il avait de l'ambition. Souvent les autres se moquaient de lui par rapport à son poignet, mais il n'y prêtait plus attention. Il en avait pris l'habitude et il se fichait de ce qu'on pensait de lui. Il était en totale harmonie avec lui-même. Ça lui donnait un air presque céleste. On a eu de longues discussions sur notre avenir. Lui se voyait avec moi, et moi avec lui. Un soir, on dînait tranquillement chez lui, et j'étais stressé. J'avais une grande nouvelle à lui annoncer. J'attendais son enfant. Je redoutais le moment où ces mots allaient sortir de ma bouche. Est-ce qu'il allait fuir? Être heureux? Disparaître? Ce que moi je voulais, c'était fonder une famille avec lui. Et de ce qu'on avait pu dire au cours de nos différentes conversations, lui aussi le désirait. C'est alors qu'on mangeait le dessert que j'ai décidé que c'était le bon moment. Je lui ai annoncé la grande nouvelle. Jacob n'a rien dit. Il m'a regardé, avec des yeux écarquillés. Il y a eu un silence, un peu gênant, pendant quelques minutes. Des minutes qui m'ont paru terriblement longues. Il a ensuite posé sa main sur la mienne, et il a chuchoté. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas compris sur le moment, mais Jacob s'est levé, et il a débarrassé la table. Il m'a proposé de prendre notre café sur le canapé, chose que j'ai acceptée. Il m'a accompagné de la table vers le canapé en me disant de faire attention. Il a préparé le canapé pour qu'il soit aussi confortable que possible. Il était si attentionné. Je ne pouvais pas rêver mieux. Il s'est ensuite dirigé vers la cuisine, et je l'entendais préparer nos boissons. Quelques minutes plus tard, il est revenu et il m'a tendu mon café. Je l'ai bu et nous avons discuté de choses et d'autres. J'ai commencé petit à petit à m'assoupir. J'avais eu une rude journée, et le stress d'annoncer cette nouvelle avait dû prendre toute mon énergie. Je luttais un petit peu pour garder les yeux ouverts, mais Jacob m'a dit que tout allait bien.
et que je pouvais me laisser aller. Ne pouvant plus résister, je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps plus tard, j'ai ouvert les yeux. Je me sentais un peu plus reposé, mais pas totalement. C'était comme si je m'étais couché tôt, mais que je m'étais réveillé en pleine nuit. J'avais une douleur atroce au niveau de l'estomac, et quelque chose me dérangeait. J'avais une douleur atroce au niveau de l'estomac. J'avais du mal à voir ce qui se passait, car au-dessus de moi, il y avait une lumière qui m'éblouissait. Je ne voyais rien, à part ce flash lumineux. Je sentais juste une odeur infecte qui m'entourait. J'ai appelé Jacob, et après avoir prononcé son prénom, j'ai senti une caresse, très douce, sur ma poitrine. Mais tout de suite après, j'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais sentie avant. J'avais chaud et froid en même temps. C'est là que j'ai utilisé mon énergie pour redresser ma tête. Et ce que j'ai vu a failli me faire avoir un malaise. J'avais une entaille de 10 cm au niveau de mon abdomen et une autre plus petite au niveau de ma poitrine. Je saignais beaucoup. J'ai crié le nom de Jacob plusieurs fois, mais il ne me répondait pas. Pourtant je le voyais, dans un coin de la pièce. Il était à côté d'un casier, sur lequel étaient inscrits des noms de femmes. Sabrina, Marie, Amanda, et il y avait des sacs poubelles qui étaient sur le bureau, juste à côté de lui. Je n'ai pas pu en voir plus parce que Jacob s'est rapproché de moi, cachant ce qui se trouvait sur ce bureau. Il m'a souri et a caressé mes cheveux. De douleur, j'ai chuchoté son nom, les larmes aux yeux. Et c'est là qu'il m'a dit « Je suis désolé ma chérie, mais je dois garder mon indépendance. Il vaut mieux que cet enfant ne voie jamais le jour, plutôt qu'il soit abandonné. » Jacob était un gentleman. Il s'était promis de ne devoir dépendre que de lui-même. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y était prêt. Histoire assez sordide, hein. De ce que j'ai compris dans cette histoire, Jacob a eu à chaque fois des petites amies et il s'en débarrassait quand elle commençait à prendre trop d'importance dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle tombait enceinte. J'ai que ça à dire sur cette histoire. C'est une histoire assez morbide. Pas forcément horrifique dans le sens où il y a des screamers, mais quand tu découvres la personnalité de Jacob, tu te dis que t'as pas envie de sortir avec lui. Là, on va suivre l'histoire d'un certain Benjamin. Benjamin qui avait toujours été un garçon très gentil, qui faisait de son mieux pour être apprécié, notamment par ses camarades de classe. Lui aspirait à une vie plutôt simple, c'est-à-dire aller à l'école, travailler, rentrer chez lui. Sauf que 4 camarades de classe en avaient décidé autrement. Du nom de Clint, Devon, Lia et Julia, ces 4 personnes adoraient faire vivre à Benjamin un enfer à l'école. Benjamin n'avait pas beaucoup d'amis, donc il était une cible facile. Généralement, Clint et Devon encerclaient Benjamin dans un coin, dans les couloirs, et le frappaient. Julia et Lia, elle, ce qu'elle faisait, c'était l'humilier verbalement. Elle ne s'en prenait pas à lui physiquement, mais elle se moquait de lui constamment. Un jour, Clint était vraiment mal luné parce qu'il avait de très mauvaises notes, il ne travaillait pas bien à l'école, et du coup, il a appris qu'il allait devoir aller dans un camp de vacances pendant l'été pour se remettre à niveau d'un point de vue scolaire. Donc ayant le sang qui a pas mal bouillonné, il a décidé de passer ses nerfs sur son souffre-douleur, Benjamin. Clint a donc retrouvé ses amis qui aimaient tout autant maltraiter Benjamin et il leur a proposé d'aller avec lui maltraiter le jeune garçon. Ils l'ont trouvé à côté de son casier, il avait encore des ecchymoses des précédents coups qu'il avait reçus du groupe. Et une fois arrivé devant Benjamin, ils l'ont entouré. Benjamin s'est retourné avec des yeux horrifiés. Et Clint lui a demandé pourquoi il le regarde comme ça. Benjamin, lui, sentait que Clint était enragé. Il lui a demandé comment il le regardait, et Devon dit que Benjamin avait un regard hautain vis-à-vis de lui et de son ami. C'est là que Clint a menacé le jeune garçon, en lui disant qu'il ne méritait pas de vivre. Clint et Devon ont saisi Benjamin, et ont commencé à le traîner, lui disant qu'ils allaient avoir une petite entrevue. Benjamin, avec la voix tremblante, a demandé quel type d'entrevue, et Clint a simplement rigolé et a gardé un sourire démoniaque. Une fois rendu derrière l'école, tout le groupe d'harceleurs était là, autour de Benjamin. Les autres étudiants, eux, savaient très bien ce qu'il allait se passer, mais n'ont pas réagi. Peut-être que vous vous dites que c'est froid et sans cœur qu'aucun des autres adolescents n'interviennent pour aider Benjamin. Mais la vérité, c'est que ils étaient tout autant effrayés que Benjamin l'était du groupe composé de Clint, Devon, Lia et Julia. Ils pensaient que si jamais ils s'impliquaient, ils deviendraient des victimes, comme l'était Benjamin. Ce jour-là, Benjamin a été battu beaucoup plus violemment qu'à l'accoutumée. Après avoir été battu, il était sur le sol, rempli de douleur. Et alors qu'il tremblait suite aux violences qu'il avait subies, il a mis la main dans la poche de son sweat et il en a sorti quelque chose.
Ce qu'il a sorti, c'était une arme. Plus jamais ça. Benjamin posa l'arme sur sa tempe et appuya sur la détente. Il y a eu un énorme bruit. Son cerveau s'est étalé sur la pelouse. Sa tête avait explosé. Ses 4 harceleurs étaient autour de lui, regardant avec terreur le corps du jeune homme, sans vie, pendant 1 minute. Tout de suite, Lia se demanda ce qu'elle avait fait, choquée par ce qu'elle venait de voir. Julia, elle, essayait de dire quelque chose, mais n'arrivait pas à dire le moindre mot. Elle est tombée sur ses genoux, au sol. Clint, lui, a regardé la scène. Ses mains tremblaient, sa bouche était ouverte. Il ne pouvait pas croire ce qui venait d'arriver. Devon, lui, avec une voix paniquée, a dit qu'ils étaient maintenant impliqués dans un gros problème. Clint et Devon décidèrent de se débarrasser du corps. Ils ont emmené le corps sans vie de Benjamin plus loin dans la cour de l'école, là où il y avait toutes les ordures qui étaient jetées, et ils ont caché le corps à l'intérieur. Après avoir caché le résultat de leur violence, Clint a dit que jamais il ne devrait parler de ça, de nouveau. Que ce qui s'est passé n'est jamais arrivé. Le groupe est donc retourné à l'intérieur, et ils ont continué l'école. Et à la fin de la journée, tout le monde est rentré chez soi, et chacun des responsables de la mort de Benjamin ont agi comme si de rien n'était. Néanmoins, ils savaient que c'était une question de temps avant que Benjamin soit considéré comme une personne disparue et que la police commence à rechercher où il se trouve. Ce soir-là, Devon a pris une douche. Il avait l'habitude de prendre de longues douches pour essayer d'arrêter de penser à certaines choses. Et alors qu'il passait du shampoing dans ses cheveux, il a vu quelque chose au travers du rideau de douche qui l'a fait sursauter. C'était une silhouette qui se tenait juste devant la porte de la salle de bain. Devon a crié à sa mère qu'il était à la douche, mais la silhouette a fait un pas vers lui. Devon continue de se plaindre, disant qu'il ne voulait pas être dérangé, mais la silhouette se rapprochait, de plus en plus, jusqu'à se retrouver devant le rideau de douche. Devon, dans un excès de colère, retira le rideau de douche, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit ensuite, un couteau a tranché sa gorge. Devon s'est reculé contre le mur, mettant la main sur sa gorge. Et alors qu'il essayait d'appeler à l'aide, du sang coulait sur la main, qui était placée sur l'entaille. Il sentait la vie quitter son corps comme le sang s'échapper de ses veines. Quelques minutes plus tard, ailleurs, Clint était dans sa chambre. Il écoutait de la musique sur son iPod. Il essayait d'oublier l'horrible scène auquel il avait assisté plus tôt. Alors qu'il était en train d'écouter sa musique préférée, la musique s'est interrompue et il n'entendait qu'un son statique. Il a tapé sur ses écouteurs, pensant qu'ils avaient un défaut, mais alors qu'il essayait de voir d'où venait le problème, il a entendu une voix, comme si elle était jouée par son appareil. Cette voix chuchotait « Dans ton armoire ». Cette voix a immédiatement effrayé Clint. Il n'était pas sûr de ce qu'il venait d'entendre. Peut-être que c'était juste quelque chose qu'il avait imaginé, mais juste pour en être sûr, il s'est doucement penché vers son armoire et il l'a doucement ouverte. À l'intérieur, il n'y avait rien, à part des vêtements. Clint s'est dit qu'il devenait fou, que son esprit lui jouait des tours après la scène traumatisante qu'il avait vécue plus tôt. Mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit d'autre, une hache a surgi des vêtements qui pendaient et s'est plantée directement dans sa tête. 2 des harceleurs de Benjamin avaient maintenant perdu la vie. Pas longtemps encore une fois après ces événements, Lia, qui se trouvait chez elle, en pleurant, repensant à toute la souffrance qu'elle avait causée, et ne se sentant pas bien parce qu'elle était seule chez elle, car ses parents étaient partis, a été surprise de voir son téléphone sonner. Avec ses doigts qui tremblaient, elle a répondu au téléphone et elle a demandé qui c'était. C'était Julia, qui appelait son amie pour lui dire qu'elle avait l'impression que quelqu'un était chez elle. Elle était seule à la maison et elle avait l'impression d'entendre des bruits de pas, juste devant sa porte. Elle avait l'air effrayée. Lia a essayé de rassurer son amie, en lui disant qu'elle était probablement paranoïaque après les événements difficiles qu'ils avaient vécus ce jour. Elle proposa à Julia de venir pour se détendre, à 2. Mais la seule chose qu'elle a entendue en réponse est un long silence. Un silence qui a été brisé par le cri de Julia. Elle entendait Julia crier « Mon Dieu, c'est impossible, tu es mort, va-t'en !» Et ensuite, plus rien. Lia a continué d'appeler le prénom de Julia, mais elle n'avait aucune réponse. La seule chose qu'elle a entendue après, c'était une voix qui a chuchoté au téléphone. « Tu es la suivante !» En panique, Lia a raccroché. Elle s'est enfermée dans sa chambre, à clé. Elle s'est promis à elle-même qu'elle n'ouvrirait à personne, à part ses parents. 30 minutes plus tard, Lia devait aller dans la salle de bain. Elle voulait aller aux toilettes, mais elle ne voulait pas non plus sortir de sa chambre. Et c'est là
qu'elle a entendu un léger tapotement sur sa porte. Et elle en était sûre. Ce n'étaient pas ses parents, car ses parents devaient revenir vers les minuit, et il était simplement 20 heures. Le tapotement était de plus en plus fort, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Et c'est là, au milieu des bruits sourds, qu'elle a entendu une voix de l'autre côté. « Lia, ouvre la porte, c'est Devon. Benjamin me traque. Ouvre la porte maintenant, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. » Lia, rassurée, a tourné la clé sur la porte et l'a ouverte. Et à sa plus grande surprise, un bras, en sang, l'a attrapée par la gorge. Elle a essayé de crier, mais elle n'arrivait pas. La main qui pressait sur son cou l'empêchait d'émettre le moindre bruit. Les doigts autour de sa gorge devenaient de plus en plus serrés, jusqu'à ce que Lia ne puisse plus respirer. Son visage devenait de plus en plus pâle, jusqu'à prendre une tournure violette. La dernière chose qu'elle a entendue avant de mourir est un chuchotement qui disait « La vengeance est une chose si douce ». Je trouve que cette histoire-là, c'était une histoire qui ferait un bon synopsis de film d'horreur. Je pense qu'il y a pas mal de mécaniques qui ressemblent à des films d'horreur où il y a une entité qui va traquer un groupe d'amis. Après, dans cette histoire-là, le truc, on va dire, qui casse un peu l'aspect horrifique, je trouve, c'est que on sait pourquoi les personnes sont traquées par, du coup, le corps de Benjamin. Et le truc, c'est que, vu qu'on sait pourquoi Benjamin est mort, personnellement, peut-être que vous avez totalement... une autre pensée, mais vu qu'ils sont responsables de la mort de Benjamin à cause d'harcèlement, j'ai pas d'empathie en fait pour eux. Et je trouve que le fait qu'on manque d'empathie pour les personnes qui vivent des choses horrifiques, ça casse l'aspect horreur. On se dit bah tant mieux qu'ils subissent le pire, parce qu'en plus là c'est une fiction, donc on sait que c'est pas vrai, on souhaite la mort de personne dans la réalité. Mais je trouve que dans ce contexte-là, du coup, le fait qu'on n'ait pas d'empathie pour les personnes qui subissent quelque chose d'horrifique, ça masque un peu l'horreur en fait. On est plus du côté de l'entité horrifique que de ceux qui en sont victimes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Un par un, ma famille a été tuée, l'un après l'autre. Et je le sais, je serai le prochain. C'était une malédiction. Et tout est ma faute. Je suis allé dans une maison qui était réputée pour être hantée. J'ai pris quelques photos. J'étais un peu déçu de ne rien voir qui sortait de l'ordinaire, mais j'avais toujours un sentiment un peu désagréable. J'ai décidé de prendre des photos pour les montrer à mes amis et montrer que j'avais été très courageux, que j'ai eu ce courage de m'aventurer dans une maison hantée. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai entendu ma mère m'appeler de la cuisine me disant que le dîner était prêt. Je lui ai dit que j'allais juste dans ma chambre pour ranger quelques affaires, et une fois à l'intérieur de celle-ci, j'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à regarder les différentes photos que j'avais prises. Il n'y avait rien d'intéressant. Mais j'ai décidé de les garder, et j'ai jeté mon appareil sur mon lit. J'ai descendu les escaliers et j'ai vu mes parents, ma grande sœur et mon petit frère qui étaient assis, tous à la table de la cuisine. Et c'est là que j'ai vu quelque chose, une silhouette qui semblait observer au travers du garde-manger. Ça ressemblait à un humain, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Après le dîner, je suis directement allé dans ma chambre pour me détendre. Quand j'y étais, mon appareil était sur mon bureau. Ça m'a mis des frissons parce que je savais que je ne l'avais pas mis là, mais je me suis dit que j'avais peut-être oublié et que je l'avais posé non pas sur mon lit, mais sur mon bureau. J'allais passer à autre chose quand j'ai vu encore une fois quelque chose d'étrange. Quelque chose qui maintenant était sur les photos de mon appareil. C'était une image. C'était une photo d'une famille de 5 personnes. Une mère, un père, 2 adolescents et un petit garçon. Et ils étaient tous flous, comme si ils n'étaient pas vraiment sur la photo. Ça a commencé à m'effrayer parce que je n'avais jamais pris cette photo. Avant que je puisse me pencher un peu plus sur ce qu'il se passait, j'ai été appelé par mes parents pour faire la vaisselle. Plus rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du petit déjeuner qui était préparé. L'odeur était délicieuse. J'ai entendu ma mère m'appeler pour me dire que le petit déjeuner était prêt. Je suis donc descendu rapidement pour aller voir ce qu'elle avait préparé de bon. Et une fois arrivé dans la cuisine, j'ai eu une vision d'horreur. Ma mère était dans le coin de la pièce, sur le sol, dans une mare de sang, et sa tête n'était plus là. Je suis tombé sur mes genoux. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Et il y avait une odeur de brûlé qui a envahi mes narines. Avec hésitation, je me suis relevé pour voir une casserole avec un couvercle, mais j'étais trop effrayé pour l'ouvrir. Mon père est à ce moment-là venu en courant,
disant qu'il y avait quelque chose qui allait prendre feu. Mais en arrivant dans la cuisine, c'est comme s'il n'avait pas vu le corps de ma mère. Tellement préoccupé par ce qui pouvait prendre feu, il n'avait pas vu ce qu'il y avait sur le sol. Rapidement, il a ouvert le couvercle de la casserole et à l'intérieur, il a vu la tête de ma mère brûlée. Ses yeux étaient manquants. Et c'est à cette vue-là que je me suis évanoui. Je me suis réveillé sur le canapé, avec une serviette froide sur ma tête. La police était là et posait des questions. J'ai été interrogé et après épuisé, je suis allé dans ma chambre. L'appareil n'était plus sur mon bureau, mais sur mon lit. Et il y avait quelque chose de différent le concernant. Sur la photo de la famille de 5, la mère était maintenant différente. J'ai remarqué que maintenant, il lui manquait sa tête. La nuit est vite arrivée. Mon père a décidé de dormir avec une arme. Mon petit frère a dormi avec lui. Ma sœur, elle, s'est enfermée dans sa chambre. Et moi, je l'entendais pleurer. Tout ce qui s'était passé m'empêchait de dormir. Je ne savais pas ce qui était en train d'arriver. Mais j'avais un sentiment très étrange que ce n'était pas terminé. Néanmoins, à force de penser, je me suis endormi. Je me suis réveillé pendant la nuit, au son d'un coup de feu. C'était comme si ça venait de la chambre de mes parents. Rapidement, je me suis précipité hors de ma chambre. J'espérais fortement que j'avais entendu des choses que j'avais imaginées. Mais j'ai vu ma sœur se réveiller aussi. Elle avait entendu la même chose que moi. On s'est précipité vers la chambre de nos parents. Et quand on est arrivé, ma sœur a crié. Il y avait du sang partout sur les murs. Et mon petit frère, lui, était là, mort, sur le lit. On lui avait tiré dessus, en plein visage. Mais où était notre père ? C'est là que la porte de la salle de bain des parents s'est ouverte doucement. Et on l'a vu. Il s'était pendu, accrochant des draps sur un crochet au plafond. Ma sœur a pris la fuite. Je me suis précipité pour la rattraper. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, quelque chose a attiré mon attention. Notre photo de famille. Nos parents et mon petit frère n'étaient plus dessus. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais plus à avoir de pensée claire. Et là, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu une voix qui disait « un par un, l'un après l'autre ». Je suis retourné dans ma chambre pour regarder les photos sur mon appareil. Le père, sur la photo, avait changé. Sa tête penchée dans un angle étrange, comme si sa nuque avait été brisée. Il y avait des bleus autour de son cou, comme s'il s'était pendu. Le petit garçon, lui, avait un trou, là où normalement son visage devait se trouver. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. J'ai entendu ma sœur crier, et j'ai entendu une voix inhumaine. C'est comme si ça venait des profondeurs de l'enfer, qui répétait ce que j'avais entendu. Un par un, l'un après l'autre. J'ai pris l'appareil et je me suis précipité hors de ma chambre. Je me suis arrêté dans les escaliers. Il y avait une énorme traînée de sang qui menait jusqu'à la salle de bain. J'ai suivi ces traces et j'ai vu ma sœur dans la baignoire. Elle avait été noyée. Je regardais de nouveau la photo sur mon appareil et là, l'adolescente était maintenant différente. Son visage était bleu et sa langue sortait de sa bouche. J'ai immédiatement appelé la police et ils m'ont dit qu'ils étaient sur la route. Est-ce qu'il y avait un meurtrier dans la maison ou alors est-ce que la maison est hantée? Je ne savais pas quelle était la solution réelle. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'étais effrayé de ce qui pouvait se passer. C'est là que j'ai entendu ma porte trembler et doucement, elle s'est ouverte. J'ai senti quelque chose m'observer maintenant que la porte était ouverte. Et c'est là que j'ai vu le corps d'une femme. J'ai été tétanisé. Je ne pouvais pas bouger. La femme a rampé jusqu'à moi. Il faisait sombre dans ma chambre, mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, je pouvais voir des marques sur son cou. Et ses mains se sont approchées de ma gorge. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai essayé de crier, mais aucun bruit ne sortait de ma bouche. Elle a ouvert sa bouche, sans dents, et elle a crié, un par un, l'un après l'autre. Bon, je pense qu'on a un petit cas classique de malédiction. Je pense que ça manque un petit peu de détails. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de révélations sur quelles sont les origines de ce qui hante la maison et qui tue tout le monde. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris des photos? Ça, je ne sais pas. Il y a pas mal de mystères autour de cette histoire, mais c'est ça aussi qui fait son charme, je pense. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. Alors selon vous, quelle est l'histoire que j'ai rédigée? Je vous laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Si maintenant vous avez un peu cogité différentes histoires, l'histoire que moi j'ai rédigée, c'était l'histoire de Jacob, le gentleman. J'espère que c'était pas trop évident. En tout cas, j'espère que toutes les histoires présentées ici vous ont plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me contacter sur Instagram pour m'envoyer votre histoire flippante qui vous est arrivée.
une histoire vraie ou alors quelque chose que vous voulez créer, je suis preneur aussi. Vous pouvez aussi me suivre si vous souhaitez juste suivre mon aventure hors caméra. J'espère que ce petit format là vous a plu, j'ai essayé de rendre une certaine immersion pour certaines histoires, j'espère que ça a bien été fait. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo, j'ai passé un très bon moment à vous partager ces différentes histoires, notamment celles que j'ai rédigées, il y a toujours une petite fierté avec ça. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!